Salut tout le monde, on ouvre cet octogone sur l'affaire des biolabs en Ukraine. Elle a connu un nouveau rebondissement avec donc bien entendu l'assassinat d'un haut responsable de l'armée russe, et je voulais donc que l'on ouvrit là-dessus. Igor Kirillov, commandant des troupes de défense radiologique, chimique et biologique de l'armée russe, a été tué ce mardi dans une explosion devant un immeuble résidentiel à Moscou. Il était à la tête des forces russes de la défense nucléaire. Son assistant est également décédé sur le coup. Il s'agit du plus haut responsable militaire russe à avoir été tué depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Alors, vous pouvez être absolument certain que la CIA est impliquée. Les Russes ont accusé, bien sûr, Kiev. Les forces radiologiques, chimiques et biologiques, c'est vraiment l'élite. C'est ce que vous en voyez quand il y a l'accident de Tchernobyl. Elles sont extrêmement importantes pour une nation, en particulier pour la Russie. Et son assassinat n'est pas du tout, bien sûr, un hasard. Il entre en fait en relation avec les dernières déclarations de Tulsi Gabbard concernant l'existence de ces fameux biolabs en Ukraine. Alors Tulsi Gabbard est la madame propre qu'a nommée Donald Trump comme directrice du renseignement américain. Ça veut dire qu'elle va chapeauter notamment la CIA et la NSA. C'est un poste avec un niveau de responsabilité absolument spectaculaire, surtout pour son âge. Je crois qu'elle a à peine 40 ans. Et déjà, les vieux barbons, ils sont pas forcément vieux d'ailleurs, mais disons... bien sûr représentants de l'État profond, mais surtout les partisans du statu quo, se sont organisés aux États-Unis pour que Tulsi Gabbard soit attaquée, avant même qu'elle prenne sa fonction, bien sûr. Cependant que le patron du FBI, qui a été vertement critiqué par Trump alors qu'il avait été nommé sous lui, vient aussi de poser sa démission et éventuellement de demander une grâce présidentielle de la part de Papy Biden, dont on sait bien qu'il n'arrive pas à se rappeler de son prénom, encore moins celui et les patronymes des gens qu'il doit gracier. Donc, on voit vraiment une accélération dans l'État profond américain de l'urgence, de la destruction de documents, de la destruction de preuves, des grâces, qui peuvent peut-être être remises en question, mais en tout cas qui vont complexifier la situation, compliquer les poursuites qui pourraient être engagées contre des gens comme Fauci ou Hunter Biden ou autres. Et aussi bien donc côté US, à l'intérieur des US, on voit cette fronde, parce que c'est une fronde, contre Tulsi Gabbard, et Kash Patel, le futur patron du FBI, qui détient aussi beaucoup de documents, le FBI. Mais de l'autre côté, on voit que la CIA s'active pour tuer quelqu'un qui enquêtait sur les fameux biolabs en Ukraine. Et c'est bien sûr pour ça qu'Igor Kirillov est mort. Encore une fois, Maria Zakharova a déclaré qu'il s'agissait d'un acte terroriste, c'est le cas. Ça prouve à beaucoup d'égards que sur le sol russe, les Américains arrivent à opérer assez librement. Il suffit de se rappeler de l'affaire Big Moustache, donc Christophe Demargerie, le patron de Total, qui a été très certainement, si ce n'est absolument certainement, tué sur l'aéroport de Moscou par un accident très étrange, en tout cas à une époque où il s'apprêtait à signer de très très gros contrats en euros. Aujourd'hui on peut, comme vous le savez, même si la chute de Bachar al-Assad est en train peut-être de laisser certains doutes dans la tête des impétrants des BRICS comme MBS, mais tout de même aujourd'hui on peut, MBS a pu signer tout un tas de contrats en yuan ou en rouble ou dans d'autres monnaies sans être inquiété réellement. À l'époque de Big Moustache, c'était quand même une autre affaire. Et ça prouve encore une fois que on peut. Il y a la fille bien sûr d'Aria Dugina, la fille d'Alexandre Dugin. Les services américains arrivent à opérer sur le sol tout du moins urbain russe, parce que c'est vrai qu'au fin fond des sites ultra secrets en Sibérie, c'est sans doute plus compliqué, mais les Américains arrivent à faire ce genre d'opération, c'est très préoccupant. Et surtout, ça prouve à quel point ils sont aux abois, à quel point ils ne vont rien laisser passer. Donc, je lis la suite de la dépêche. L'attentat a été revendiqué par les services de sécurité ukrainiens. Déjà, ça c'est fait. Selon une information relayée par Reuters, un engin explosif aurait été dissimulé sur une trottinette ou un scooter électrique, selon certaines versions. Alors, électrique scooter, ça veut dire trottinette, donc c'était sur une trottinette, et placé devant l'immeuble où résidait Kirillov. D'après la source de Reuters, l'assassinat a été perpétré dans le cadre d'une opération spéciale des services ukrainiens, donc entendez bien entendu une opération de la CIA.
Une enquête criminelle pour assassinat a été ouverte selon le comité d'enquête de la Fédération de Russie. À l'heure où nous écrivons cette dépêche, Vladimir Poutine n'a pas encore réagi. Maintenant, c'est le cas. Maria Zakharova a fait une déclaration. Cet assassinat intervient au lendemain d'un discours du président russe pour dresser le bilan de l'offensive en Ukraine, qualifiant l'année 2024 d'année charnière. Vladimir Poutine s'était ainsi félicité de l'avancée des troupes qui contrôlent désormais 20% du territoire ukrainien. Les troupes russes disposent de l'initiative stratégique sur toute la ligne de contact, a-t-il assuré devant les principaux cadres du ministère russe de la Défense. Ce qui est exact, mais la poche de Soudja n'est toujours pas récupérée. Poutine a également dit se préparer à toutes les évolutions possibles de la situation, y compris la possibilité d'un conflit armé avec l'OTAN et l'Europe dans les décennies à venir, ce qui reste terrifiant. Il affirma que des troupes de l'Alliance se sont formées et rassemblées près des frontières de la Russie, causant une menace existentielle pour son pays. Donc là, il parle de ce que Pepe Escobar appelle les Baltic Chihuahuas, donc les Chihuahuas de la Baltique, à savoir les pays baltes, Lituanie, Estonie et Latvia, j'ai oublié, voilà, Lettonie, Estonie et Lituanie. La veille également, Donald Trump s'exprimait depuis sa résidence de Mar-a-Lago pour réitérer sa volonté de négocier la paix. Nous allons, je cite, parler au président Poutine et nous allons parler à Zelensky et aux représentants de l'Ukraine. Il faut arrêter ça. C'est le carnage, a-t-il déclaré ce lundi. Le président élu déplora qu'une partie du territoire ukrainien, quand on regarde ce qui est arrivé, il y a des villes où il n'y a pas un bâtiment debout, c'est un chantier de démolition, les gens ne peuvent donc pas retourner dans ces villes, il n'y a plus rien, a-t-il souligné, c'est exact. De son côté, Vladimir Poutine s'est dit prêt aux négociations avec Kiev, à condition qu'elles soient fondées sur les réalités du terrain, sous-entendu, vous ne reverrez jamais la partie du Donbass que l'on occupe. Plaçant la Russie en position de force, il demande à ce que l'Ukraine cède les territoires de Donetsk et Luhansk dans l'est et ceux de Zaporizhzhia et Kherson dans le sud. En plus, bien sûr, de la Crimée annexée en 2014, mais il voudrait que ce soit fait de juré côté ukrainien, en tout cas reconnu côté ukrainien. Poutine a aussi rappelé la condition sine qua non que Kiev doit renoncer à son projet d'intégrer l'OTAN. Alors, ces fameux biolabs, finalement, je rappelle qu'ils avaient été présentés comme une théorie du complot. Je rappelle aussi qu'ils sont d'autant plus inopportuns sur le plan de la presse qu'ils démontrent que, à eux seuls, l'attaque russe sur l'Ukraine ne peut pas être considérée comme unprovoked. C'était le terme, bien sûr, qui a saturé toutes les rédactions. L'attaque russe en Ukraine était unprovoked, non provoquée, sous-entendu. Il n'y avait aucun signe avant-coureur, aucune tentative de négocier avant qu'elle ait lieu, et elle aurait pu être évitée. Alors ça, bien sûr, on sait que c'est faux sur le plan diplomatique, ne serait-ce que le fait que Minsk 1 et Minsk 2 n'aient pas été respectés constitue des casus belli au regard de la diplomatie russo-ukrainienne. Donc on ne peut pas appeler cette invasion unprovoked. Bien entendu, la persécution des russophones du Donbass et le massacre, le pogrom des russophones à Odessa est clairement un casus belli. Et justement, j'emploie le mot pogrom à dessein parce que si ça avait été fait sur des ressortissants israéliens, vous pouvez être absolument sûr que tout aurait pété. Donc les Russes avaient le droit, et c'est même assez impressionnant de voir le niveau de réserve qu'ils ont eu, parce que ils ont attendu plus de 8 ans avant de vraiment réagir. Mais, même en laissant tout ça, les casus belli, les raisons d'appeler ça, en effet, une raison d'entrer en guerre, eh bien, les biolabs, ce sont littéralement, par définition, au regard du droit international et simplement au regard du bon sens, des centres de production d'armes de destruction massive. Et on a dégommé Saddam, rasé l'Irak et fait des centaines de milliers de morts et de déplacés, enfin des millions de morts et de déplacés et des centaines de milliers d'enfants morts en Irak, pour infiniment moins que ça, puisque Saddam Hussein n'avait plus d'armes de destruction massive et les inspecteurs l'avaient confirmé. Donc d'un côté, on a cette Operation Iraqi Liberation. Je me lasserai jamais de vous rappeler que au début, c'était l'acronyme de cette opération, qui a ensuite été rappelé Operation Iraqi Freedom, mais parce que Operation Iraqi Liberation, ça appelait le mot oil, pétrole, c'est bien ballot. Donc pour que ce soit un tout petit peu moins transparent, la raison de cette invasion de l'Irak, eh bien, c'était Operation Iraqi Freedom. Bon, cette Operation Iraqi Freedom a été motivée par infiniment moins que les plus de 10 biolabs, plusieurs dizaines même de biolabs qui existaient en Ukraine. C'est extrêmement grave. Ce d'autant qu'il y a encore et toujours ce débat sur les armes bioethniques, qui sont en fait fondamentalement un problème de cryptographie.
Quand vous regardez par exemple, c'est comme un mot de passe en fait, ou un rapport clé-serrure, ce qui est un cas de cryptographie. Le virus de la grippe par exemple, et influenza, ces recombinaisons sont tellement nombreuses qu'il y en a sans doute plus que d'atomes dans l'univers. Et c'est ce qui fait qu'on n'a toujours pas trouvé de vaccin général et long terme pour l'influenza, parce que chaque année, il existe de très très nombreuses recombinaisons qui peuvent infecter quelqu'un qui aurait développé des anticorps pour certaines parties de l'hémagglutinine qui causent des symptômes de la grippe. Pareil avec tous les virus qui ont de très très grandes variations. La rage, bien sûr, étant un très bon contre-exemple, parce qu'elle, au contraire, a très peu de variations. Et c'est donc rarissime, voire inexistant, un virus qui soit à la fois très mortel, très contagieux et très peu immunisant. On ne peut pas avoir le coup du chapeau, le hat trick. On ne peut pas avoir à la fois très mortel, Ebola, variole, à la fois très contagieux, aéroporté typiquement, comme influenza, et à la fois très variant, comme influenza et SARS-CoV-2, enfin et SARS en général. SARS-CoV et influenza sont très très variants et très contagieux, mais pas très mortels. Et si on nous oppose par exemple la grippe américaine, enfin grippe espagnole du coup, qui est en réalité une grippe américaine, parce qu'on a les preuves bien sûr qu'elle vient des États-Unis, eh bien cette grippe en réalité a tué parce qu'on n'avait pas d'antibiotiques, c'était pour les surinfections, ce sont les surinfections qui ont tué. Mais si la majorité des patients, vu que les antibiotiques n'existaient pas à l'époque, avaient, d'autant que la nutrition était pas très bonne juste après la Deuxième Guerre mondiale bien sûr, si la majorité des patients avaient pu recevoir des soins hospitaliers au niveau d'après la découverte des antibiotiques, elle n'aurait pas fait les millions de morts qu'elle a fait. Donc la situation reste celle-là, que on ne connaît pas de virus qui soit à la fois très variant, donc très peu immunisant, très mortel et très contagieux. On n'en a que 2 sur 3. Donc maintenant sur les armes bioethniques. Les armes bioethniques, c'est cette idée de créer un virus qui pourrait ne tuer que des gens qui auraient telle ou telle séquence génétique. Ce qui est bien sûr extrêmement dangereux, puisque c'est difficile de déterminer. Alors bien sûr, les datas qu'on a, vous savez, ces datas, elles s'obtiennent avec des sociétés comme 23andMe, MyHeritage, etc. Ce sont des sociétés qui vous font votre généalogie et votre séquençage gratuitement, mais comme quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, en ayant tous ces trucs, MyHeritage, etc., les services de renseignement du monde entier peuvent racheter ces données via des sociétés écrans. C'est très facile de racheter des données. Les data brokers aujourd'hui sur Internet vendent aux services de renseignement du monde entier des données, et ils n'en sont pas forcément conscients, puisque ces sociétés de renseignement peuvent racheter les données avec des sociétés écrans. Ce qui est un fonctionnement normal d'agences de renseignement. Je veux dire, la CIA avait fait ça. Je vous l'avais rappelé dans la vidéo sur le MiG-41 russe, quand les Américains avaient fait le SR-71, enfin le Blackbird, je ne me rappelle plus si c'était 71, ils avaient acheté de grandes quantités de titane, dont les Russes avaient l'essentiel de la production mondiale, par des sociétés écrans. Donc les Russes avaient fourni le titane pour fabriquer l'avion qui les a espionnés, et c'était la CIA qui avait créé tout un tas de sociétés écrans pour acheter ce titane. Pour les données, c'est la même chose. Donc quand vous avez MyHeritage, 23andMe ou autre, vous pouvez acheter ces données si vous êtes une agence de renseignement, et vous pouvez les exploiter du coup pour bien sûr poser la question d'armes bioethniques, pour faciliter le développement d'armes bioethniques, en disant regardez, on voit bien que telle population a tel ou tel génome, ou tel ou tel transposon éventuellement, telle ou telle séquence, tel ou tel haplogroupe aussi. Et donc, on peut envisager de faire un virus qui ne pourra cibler que tel ou tel haplogroupe. Mais il y a plein de problèmes à ça. Alors, le premier problème, c'est que les virus, ça se recombine. Donc, bien malin celui qui pourra dire qu'un virus qui, au départ, a été conçu uniquement pour cibler tel ou tel haplogroupe ne va pas en cibler d'autres. Et en se recombinant, il pourrait très bien se retrouver à tuer des populations qu'on n'avait pas prévu de tuer. Et puis ensuite, il y a la problématique du fait que l'humain a évolué avec des virus, et que l'humain a de grands, même intrapopulation, même si c'est de là que viennent ces fantasmes. C'était quand vous regardez les épidémies de variole, notamment donc en Amérique du Sud, c'est vrai que quand on a ce qu'on appelle de la vicariance, c'est-à-dire des groupes de population qui sont isolés par des frontières géographiques fortes, donc l'océan Atlantique typiquement, et quand vous avez une vicariance, c'est vrai que l'introduction d'un virus peut raser des civilisations entières.
C'est d'ailleurs la piste qui fait partie de la fameuse conjecture de Hancock. Vous savez, ce monsieur Graham Hancock, journaliste qui est très attaqué en archéologie, à tort, parce qu'en réalité, il ne présente qu'une conjecture selon laquelle il aurait existé une civilisation avancée bien avant les dates admises. Ça, c'est normal en histoire. Enfin, on passe sa vie en histoire à modifier les dates piliers, les dates repères. On pensait que Christophe Colomb avait posé le pied sur l'Amérique, puis on s'est rendu compte que le premier Européen à le faire, c'était Leif Erikson au XIIe siècle, ou au XIe siècle. Donc plus de 300 ans, 400 ans avant, voire 500 ans avant Christophe Colomb. Donc c'est banal ça en réalité en histoire, mais Graham Hancock a fait cette conjecture. Et encore une fois, ça lui a valu les attaques de beaucoup d'universitaires. Mais dans Graham Hancock, on revoit, notamment grâce au LIDAR, qui permet d'identifier des sites archéologiques en pleine jungle, grâce au LIDAR, on voit qu'il a existé, et Hancock parle notamment du récit d'un voyageur qui parlait de l'existence de grandes cités en Amazonie, et quelques siècles plus tard, ces cités avaient disparu. De plus en plus, on pense que c'est dû à des épidémies vicariantes. Donc à la variole, typiquement, ou d'autres virus, pour lesquels les Européens étaient fortement immunisés, mais pour lesquels les populations précolombiennes ne l'étaient pas. Or, c'est là que je voulais en venir, ce type de vicariance n'existe plus. Sauf à la limite, et encore, pour quelques populations indo-américaines, mais fondamentalement, ce type de vicariance n'existe plus. Donc ça signifie que même au sein de populations qui ont peu de variabilité ethnique, puis tout est relatif, hein. Je pense au Japon, à la Corée du Sud, et enfin Corée du Nord aussi, à plus forte raison d'ailleurs, parce que la Corée du Nord est moins métissée que la Corée du Sud, ou la Chine, même là, on a un tel brassage que c'est extrêmement compliqué. Alors pour la Russie, j'en parle même pas. Enfin, le brassage génétique est encore plus grand. Donc les armes bioethniques n'ont jamais fonctionné, mais ça ne signifie pas que des gens notamment souvent malthusiens, des gens qui sont tout à fait OK avec l'idée de supprimer plusieurs milliards de personnes, hein. Rappelons les fameuses pierres de guidance de Géorgie, hein, qui ont été détruites, ce monument qui disait en cas de problème avec l'humanité, maintenez la population sous les 500 millions. Et bien sûr, le prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre, qui avait dit que s'il était réincarné, il voudrait se réincarner en virus mortel, parce qu'il y a trop d'humains sur Terre. Donc, ces réflexions, qui sont partagées par des gens comme Klaus Schwab ou Fauci ou autres, peuvent tout à fait motiver la conception d'armes bioethniques. Et je suis certain qu'elles l'ont fait. Je suis certain que les États-Unis ont développé, ont tenté, ont mis tous les efforts et toute la détermination et toute la bonne volonté, plutôt la mauvaise selon comment on voit les choses, à concevoir des armes bioethniques. Et ils l'ont fait en Ukraine. C'est absolument certain. Ça n'a pas marché, mais ils l'ont fait en Ukraine. Et une bonne grosse pandémie en Russie, ça leur aurait bien plu. Surtout une pandémie qui n'aurait touché que les Slaves. Si elle avait touché les Ukrainiens aussi, c'était pas bien grave. Si elle avait spillover, débordé sur des Polonais, pas très grave pour eux non plus. Mais l'idée, en tout cas, de concevoir des armes bioethniques, vous pouvez être absolument certain que ça a été développé. Je l'ai rappelé dans plusieurs vidéos, la CIA avait vraiment étudié la possibilité d'une gay bomb, donc une bombe à phéromones qui transformerait les casernes en club à partous gay, parce que ça fonctionne avec les chiens, cette idée d'une phéromone qui ferait que les chiens mâles copuleraient entre eux, mais ça ne fonctionne pas avec les humains, heureusement d'ailleurs, parce que le clé-serrure, enfin le modèle clé-serrure, la variabilité des phéromones humaines est infiniment supérieure à la variabilité des phéromones canines. Et c'est tant mieux. Donc ce qu'un individu ou une individu peut trouver agréable à l'odeur comme phéromone, c'est pas forcément ce qui sera trouvé agréable à l'odeur par une autre ou un autre. Et donc c'est pour l'instant, pour conclure, cette recherche, cette volonté de faire des armes bioethniques se heurte à réellement à la grande variabilité. Bon. Alors, donc en conclusion, ce qu'il faut retenir de cette dépêche, c'est que Igor Kirillov a été assassiné par la CIA via le faux nez des services ukrainiens, que la CIA peut encore réaliser ce genre d'assassinat en Russie, sur le sol russe et à Moscou précisément, que Igor Kirillov fait partie des gens qui enquêtaient sur l'existence des biolabs ukrainiens et sur le niveau de recherche, notamment que certains biolabs ont été occupés, fouillés, ont été capturés par les services spéciaux russes
pendant l'invasion de l'Ukraine. Et donc des preuves ont été collectées. Et bien sûr, il s'apprêtait à remettre une partie de ces découvertes à la Russie, même si certaines ont certainement pu déjà être transmises. Cependant, c'est donc en lien avec Tulsi Gabbard, qui de l'autre côté de l'Atlantique s'intéresse au programme secret de la CIA et entend faire le ménage. Et il me semble que ça fait partie d'une grande opération de nettoyage généralisée pour dissimuler des choses extrêmement graves, qui sont donc que la CIA aurait développé en Ukraine des armes bioethniques, ou aurait tenté de les développer, et avait des armes de destruction massive, ça c'est une certitude. Dépêche suivante, donc Israël revendique l'annexion du Golan. Le 9 décembre, Benjamin Netanyahou, donc rappelons les faits, Al-Qaïda, HTS, détruit l'État syrien, et on a une sorte de pacte germano-soviétique entre Israël et la Turquie, où la Turquie prend le nord et Israël prend le sud. Alors cette fois, c'est pas on découpe tout le pays en deux. Il y a entre les deux HTS qui devient, alors vous avez vu dans les médias tout un tas de ce qui prouve vraiment à quel point ce sont des clowns, enfin à quel point leur parole ne vaut rien, qui ont redoublé d'efforts pour vous dire que ce type d'Al-Qaïda, Al-Joulani, était quelqu'un de bien, qu'il avait bien rasé sa barbe, que c'était un radical pragmatique, enfin, exit les décapitations, les tortures, les crimes contre l'humanité, exit les crimes de guerre, exit les persécutions des yézidis, exit les exécutions sommaires d'homosexuels, exit les exécutions sommaires de femmes, et parfois même d'enfants. Non, c'est un mec bien maintenant. Avant il était avec Al-Nosra, puis avec Daesh aussi, mais bon, proche d'Al-Baghdadi, mais non, mais voilà, il a fait amende honorable, donc c'est bien gentil, hein. Si on fait amende honorable, si on devient chef d'État, tout est oublié. Et dans la foulée, bien entendu, Netanyahou a annexé le Golan. Alors ça, sur le plan purement stratégique, on peut tout à fait comprendre que Israël joue ses cartes. Ça, en lisant la carte, bon, le Golan c'est ultra stratégique. Typiquement, le mont Hermon a toujours été un vrai problème pour les radars israéliens, puisqu'il crée une ombre radar. Donc, alors bien sûr, les Israéliens ont rapidement développé les AWACS. Pour eux, c'était extrêmement important. Enfin, ils n'ont pas développé, mais ils ont développé les doctrines d'usage des AWACS dès les années 70, avec l'opération Mole Cricket, donc de destruction des moyens de défense antiaérienne, notamment syriens. Et là, c'est là qu'on voit que les radars au sol sont très limités, parce que les radars au sol ont des zones d'ombre, qui sont exploitables, bien sûr, par l'attaquant. Et le mont Hermon en était un. Alors, les AWACS sont une solution, mais les AWACS, on ne peut pas les déployer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis surtout, ils peuvent être abattus. D'ailleurs, c'était littéralement à ça que servaient les MiG-31 russes. C'était à abattre les AWACS, à abattre les radars en vol, et à servir d'AWACS eux-mêmes. Les Russes n'utilisent pas d'AWACS, enfin à l'époque n'utilisaient pas d'AWACS dans leur doctrine, c'était les MiG-31 qui en fait avaient un radar exceptionnel et devaient servir aussi de radar en vol, intégrable avec d'autres MiG. La prise du mont Hermon est évidemment un prix stratégique majeur pour Israël. D'abord, ça permet d'avoir Damas à portée d'artillerie conventionnelle, moins de 40 km, maintenant 20 ou 30 km. Ça enlève cette ombre radar qui était un véritable problème pour les attaques venant de Syrie, mais ça date plutôt donc des années 70, il n'y en avait pas eu depuis. Et bien sûr, est une annexion territoriale majeure, avec d'autres conséquences sur le ravitaillement, bien sûr, du Hezbollah au Liban. En possédant le Golan, Israël a définitivement coupé le Hezbollah de ses points de ravitaillement les plus importants. Et de toute façon, HTS, Hayat Tahrir al-Shams, n'entend pas ravitailler le Hezbollah, puisque ce sont des koufars de chiites. Donc, dans l'ensemble, on a eu cette opération qui est un énorme gain pour Israël et qui est un gain aussi politique pour Benjamin Netanyahou en nom propre. Parce que Benjamin Netanyahou, c'est l'éternelle expérience de mort imminente. C'est l'éternel near-death experience. À chaque fois, il est à 2 doigts de la mort en politique, comme quand il est inculpé par la CPI, ou comme là. Et à chaque fois, il est sauvé par le gong. Et ça fait 20 ans que c'est comme ça. Même s'il n'a pas toujours été au pouvoir pendant les 20 dernières années, mais ça fait 20 ans qu'il est, enfin même 30 ans maintenant, 95, qu'il est tout le temps sauvé par le gong. Et il y a des raisons à ça, bien entendu, c'est pas un hasard, hein. On n'est pas sur un hasard facétieux qui fait qu'il est tout le temps sauvé par le gong.
Alors, quelques heures seulement après la chute de Bachar el-Assad, le Premier ministre israélien avait ordonné à l'armée de s'emparer de cette zone tampon contrôlée alors par l'ONU. Le même jour, Israël a mené plus de 100 frappes contre les sites militaires affiliés aux forces du régime syrien déchu, visant notamment des dépôts d'armes dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est, et près de l'aéroport militaire de Kamishli, nord-est, ainsi que des bateaux de la marine syrienne à l'attaquer sur la côte. L'aviation israélienne a aussi mené un raid sur le versant syrien de la chaîne de l'anti-Liban. La veille, les avions israéliens avaient procédé à une série de frappes contre des bases aériennes de l'armée syrienne dans le sud du pays et à Damas, ciblant en particulier les batteries de la défense antiaérienne. L'annexion du Golan par Israël remonte à la guerre des 6 jours en 67, lorsque les forces israéliennes envahirent ce territoire stratégique riche en ressources hydrauliques, oui, le lac Tibériade, la mer de Galilée pour les Israéliens. En 81, Israël adopta une loi étendant officiellement sa souveraineté sur le Golan, une décision largement rejetée par la communauté internationale. En 2019, Donald Trump avait reconnu cette annexion contre la position de l'ONU, c'était le bargaining et la négociation avec Israël. Une décision que ne manqua pas de rappeler le Premier ministre israélien ce 9 décembre dernier. Je tiens à remercier mon ami, le président, alors que Netanyahou avait planté 45 couteaux dans le dos à Donald Trump dès que Biden avait volé les élections, mais je tiens à remercier mon ami, le président élu Donald Trump, oui, c'est son ami parce qu'il est élu, pour avoir répondu à ma demande de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan en 2019, a-t-il déclaré. Ce dimanche 15 décembre, le gouvernement israélien a approuvé à l'unanimité un projet de loi qui prévoit d'apporter 40 millions de shekels, bon c'est rien, c'est 10 millions d'euros, dans l'objectif de doubler la population du Golan, devenu donc Golan israélien. Alors, dans le même contexte, arrestation musclée d'un général réserviste de l'armée israélienne opposé à Netanyahou, de plus en plus d'agents de renseignement israéliens, de plus en plus de hauts cadres du renseignement disent la même chose. Israël est en train de devenir une dictature, Israël est en train de glisser vers la théocratie, qui sont deux choses qui peuvent bien sûr être complémentaires, mais pas forcément coextensives. En général, les théocraties sont des dictatures, ça semble évident. Mais Israël peut très bien devenir une dictature sans devenir une théocratie, alors que là, c'est les deux qui sont en train d'arriver selon ces gens. Beaucoup de commentateurs ont dit, alors outre bien sûr tous les commentateurs qui disent qu'ils sont israéliens, qui disent qu'ils sont absolument choqués et dégoûtés et horrifiés par ce qu'il se passe à Gaza, mais là on voit même aussi en politique intérieure israélienne cette idée que Israël est en train de glisser lentement mais sûrement vers la dictature, avec notamment les arrestations arbitraires d'opposants. Or, Amir Haskel, donc ce général, donc ce qu'on dirait en français 2S, deuxième section, réserviste, Amir Haskel a été arrêté ce samedi 14 décembre lors d'une manifestation à Jérusalem. Général réserviste de l'armée de l'air, Haskel est connu comme l'une des principales figures d'opposition au régime de Benjamin Netanyahou, ainsi que pour son engagement en faveur de la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages, oui, comme une majorité de représentants de l'armée. Selon des témoins, Haskel a été interpellé alors qu'il se dirigeait vers un bus après que la police ait dispersé les manifestants. De nombreux commentateurs sur X ont dénoncé cette arrestation comme une nouvelle dérive autoritaire du gouvernement israélien. Amir Haskel avait déjà été arrêté l'année dernière, le 13 juin 2023, alors qu'il participait à une manifestation contre la réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou dans la ville de Sderot. Il avait été rapidement libéré sans condition préalable. On voyait les intimidations judiciaires, mais il était quand même libéré. Cette nouvelle arrestation intervient quelques jours après qu'un haut responsable de l'administration pénitentiaire et 2 officiers de police proches du ministre Ben Gvir, donc le plus extrême des ministres de Netanyahou, aient été interpellés dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de corruption et abus de confiance. Donc on voit un tit for tat, donc je te fais ça, tu me fais ça, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, sauf que l'interpellation des officiers de police proches de Ben Gvir était dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de corruption et d'abus de confiance, elle était donc complètement logique et légitime, alors que l'interpellation de Haskel, elle est 100% politique. Donc c'est là qu'on voit un glissement lent mais sûr vers la dictature, même auprès des Israéliens juifs. Et c'est ce qui est bien sûr de plus en plus un sujet de discussion pour l'armée en Israël. Le ministre de la Sécurité nationale israélien avait alors dénoncé ces arrestations comme un coup d'État, c'est pas rien, hein, et une décision politique, alors là je parle de Ben Gvir, qui avait appelé coup d'État une simple enquête pour des soupçons de corruption et d'abus de confiance, s'en prenant frontalement à la procureure générale chargée de l'enquête. Donc, on va terminer sur le Moyen-Orient. Et après on parlera des droits de douane à 100% annoncés par Trump, et ça clôturera la version publique de l'Octogone.
Les États-Unis ont établi des contacts directs avec le nouveau régime de Damas. Évidemment, ils ont établi des contacts directs puisque c'est eux qui l'ont créé. Donc la dépêche dit qu'ils ont établi des contacts directs de façon très pudique, dans le genre voilà, ils ont, c'est la force des choses, quoi. Ils sont bien courageux, ces extrémistes, ces radicaux pragmatiques, ils sont bien gentils, ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas démérité. Alors, bien sûr, on va entamer des contacts puisqu'on ne les connaît pas, on ne sait pas d'où ils viennent, ni qui leur fournit le Captagon. Mais voilà, on entre en contact avec eux. Donc, nous avons été en contact avec HTS et avec d'autres partis, a déclaré Anthony Blinken, le secrétaire d'État, le chef de la politique étrangère américaine, lors d'une conférence de presse à Aqaba en Jordanie ce samedi 14 décembre. Il a qualifié ces échanges de, je cite, contact direct, sans entrer dans les détails des discussions, mais a souligné que les États-Unis avaient insisté auprès de toutes les parties impliquées sur l'importance de retrouver le journaliste américain Austin Tice, disparu près de Damas il y a 12 ans. Blinken a annoncé que les États-Unis et leurs partenaires avaient adopté des principes communs pour soutenir une transition syrienne dirigée par les Syriens, garantir l'accès humanitaire et empêcher que la Syrie serve de base à des groupes terroristes. Bon, c'est amusant, mais pour l'instant, la Syrie sert de base à des groupes terroristes. Donc, c'est vraiment le contraire précis qui se passe. Enfin, une nouvelle qui me semble importante et qu'on met donc dans la version publique, Trump menace les BRICS de droits de douane à 100% s'il sape la domination du dollar. C'est une très bonne stratégie. Les autres, si vous voulez, avant l'administration Trump, notamment sous Obama, il y avait cette espèce de déni concernant les BRICS, qui était un déni parce qu'on a cassé le thermomètre DSK. DSK était le thermomètre au FMI, je parle pas de sa vie sexuelle. Et encore, dans l'affaire Nafissatou Diallo, pour moi, c'est du flan. J'ai absolument aucun problème à vous le dire. Autant, il y avait d'autres affaires en France qui auraient pu être plus corsées, mais l'affaire Nafissatou Diallo, pour moi, c'est du flan. Maintenant, ce qui ne remet pas en cause l'intégrité de Nafissatou Diallo en personne, attention. Je dis pas ça pour des raisons légales, il n'y a aucun risque à le dire, mais c'est vraiment sur le plan moral. Simplement, pour moi, il est absolument certain que DSK à New York a été framed, qu'on lui a monté un turbin, parce qu'il voulait dédollariser, il voulait amorcer la dédollarisation au FMI. Et sa politique du tout le monde est le bienvenu au FMI, etc., avait 10-15 ans d'avance, et le temps lui a donné raison, et il était un thermomètre qui disait en gros, si vous n'aidez pas, si vous ne laissez pas, si vous n'accueillez pas les BRICS, qu'on n'appelait même pas encore les BRICS à l'époque, au FMI, eh bien, vous allez le payer très cher parce qu'ils vont former l'équivalent d'un FMI numéro 2 et un autre système en dehors du dollar. Donc, soit on a une dédollarisation en douceur, soit on a une dédollarisation brutale. Et si on chasse les BRICS du FMI, si on fait en sorte que les BRICS ne puissent pas avoir la place qu'ils méritent au FMI, ils sont présents au FMI bien sûr, mais ils n'ont pas la place qu'ils méritent, et que leur monnaie ne peuvent pas avoir la place qu'elle mérite dans les échanges internationaux, eh bien, vous allez le regretter. Il va se produire une dédollarisation brutale. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est ce qui allait se passer. Obama s'en foutait, parce que le fait d'avoir cassé le thermomètre DSK, ce qui s'est fait sous... non, c'était pas sous sa présidence, je crois que DSK a été cassé. Si, c'était sous sa présidence, ouais. Le fait que le thermomètre DSK ait été cassé a laissé beaucoup de gens aux États-Unis croire que la dédollarisation n'arriverait jamais parce que elle n'était pas arrivée avant, donc évidemment le futur étant une continuation stricte du passé, c'était logique. Bien sûr, c'est ironique puisque le futur n'est pas une continuation stricte du passé, il y a des ruptures. J'ai le sentiment que Trump a parfaitement compris ça. Et quand il menace les BRICS de droits de douane à 100% s'il sape la domination du dollar, en gros, il leur dit, voilà, si vous voulez accéder au marché américain, vous avez intérêt à garder une certaine part pour le dollar dans les échanges internationaux, à ne pas nous chier dans les bottes de ce point de vue-là, parce que sinon, nous, on va vous fermer le marché américain, qui est le plus grand marché intégré au monde. Donc, le 2 décembre, le président élu Donald Trump a publié un post sur le réseau Truth Social dans lequel il déclare « Nous exigeons de ces pays qu'ils s'engagent à ne pas créer une nouvelle monnaie des BRICS, ni à soutenir une autre monnaie pour remplacer le puissant dollar américain, faute de quoi ils seront soumis à des droits de douane de 100% et devront s'attendre à dire adieu à leur vente dans la merveilleuse économie américaine. » Et évidemment, le coût des droits de douane à 100%, c'est pas tant à la Russie que ça ferait mal qu'à la Chine, mais aussi à l'Inde, hein, c'est quand même un des Brésils. Un des Brésil ont les États-Unis comme partenaires commerciaux central,
Et bien entendu, des droits de douane à 100% leur fera extrêmement mal. Donc, c'est en effet un point très important. Et je pense que c'est très bien joué de la part de Trump, parce que il a tout intérêt à enfin lutter contre la dédollarisation. Et pour l'instant, l'administration Biden, même l'administration Obama, n'avait pas fait grand-chose en ce sens. Ils avaient laissé les choses se faire, que ce soit avec l'entrée de l'Arabie Saoudite dans les BRICS, les premiers contrats en roubles ou en yuan. Bon, eh ben, c'est en train de changer. Donc les négociations des BRICS sur la création d'une monnaie commune sont cependant loin d'être abouties, c'est vrai. Lors du sommet de Kazan, fin octobre, le président russe Vladimir Poutine avait dit renoncer à ce projet considérant qu'il n'était pas encore mûr. Ce qui n'est pas rien, hein. Parce que les économies des BRICS sont quand même très disparates. Donald Trump a également menacé d'imposer une surtaxe de 25% sur tous les échanges sur toutes les importations du Mexique et du Canada, malgré l'accord de libre-échange, je cite, jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, qui passe essentiellement par le Mexique, et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion de notre pays. Donc le levier dont dispose Trump est extrêmement important et Trump en est parfaitement conscient. Enfin, assassinat du PDG d'une compagnie américaine d'assurance maladie, donc United Healthcare, c'est le PDG Brian Thompson, a été assassiné ce 4 décembre lors d'une attaque ciblée devant un hôtel de Manhattan. L'incident, capturé par des caméras de sécurité, a impliqué un tireur masqué qui a abattu Thompson alors qu'il se rendait à une conférence d'investisseurs. La police a arrêté le suspect, Luigi Mangione, après une chasse à l'homme de plusieurs jours en Pennsylvanie. Le mobile semble être lié à des ressentiments concernant des refus de demande d'indemnisation. Les inscriptions sur les étuis des balles portant les mots « deny », refuser, « defend », défendre et « depose », déposer. United Health Group assure 51 millions de personnes et travaille avec des programmes gouvernementaux tels que Medicare, le système d'assurance santé des seniors. Alors, cet assassinat est curieux, notamment parce que Brian Thompson devait témoigner concernant les délits d'initiés de Nancy Pelosi, dont je rappelle que Michael Frances avait dit qu'elle était mobbed up, donc liée à la mafia, voire même au-dessus de la mafia. Au-dessus de la mafia dans le sens hiérarchique du terme, pas dans le sens elle est au-dessus de tout ça. Et il faut se rappeler qu'il y avait bien sûr l'assassinat de Shinzo Abe au Japon par un forcené, mais dans des circonstances très bizarres, où Shinzo Abe avait refusé les plans de vaccination de masse, était un souverainiste. Alors, je n'étais pas fan de la totalité de sa politique, loin s'en faut, en particulier de son négationnisme vis-à-vis des massacres en Chine, le massacre de Nankin entre autres. Mais Shinzo Abe était un souverainiste. Et ça lui avait été reproché, puis un forcené comme ça, sorti de nulle part, l'avait assassiné. Or, quand un chef d'État meurt, c'est jamais un hasard. Là, c'est pas un chef d'État, c'est le PDG d'une des plus grosses compagnies d'assurance médicale américaine, mais il devait témoigner sur des délits d'initiés de Nancy Pelosi. Alors je rappelle que dans le cas de Boeing, bien sûr, on sait que des lanceurs d'alerte sont morts. Ça, c'est un secret pour personne. Des lanceurs d'alerte sont morts dans le cas de Boeing. Et bon, dans cette affaire-là, ça me semble assez suspect. On va donc terminer là-dessus, et pour la version réservée à nos abonnés, on va parler de McKinsey qui doit encore payer 650 millions de dollars pour éviter un nouveau procès pénal dans la crise des opiacés avec l'Oxycontin. Merci d'avoir suivi la version publique de cet Octogone.